Merci Céline. Eh bien donc, rebonjour à tous. Je m'appelle Thierry Gilman. Je ne travaille effectivement pas chez Compass. Je suis patron d'une agence de content marketing qui s'appelle Lobby. Je travaille depuis 30 ans dans le monde merveilleux de la communication et tout particulièrement dans le monde du B2B. Merci donc de m'avoir invité pour parler aujourd'hui d'un sujet très important. L'emailing, c'est le moyen le plus puissant peut-être et, et le moins coûteux en apparence pour faire de l'outbound, pour parler directement à des clients, à des prospects. On constate qu'il n'est pas forcément toujours bien utilisé, c'est le moins qu'on puisse dire. Et pourtant, en suivant les règles et en étant quelquefois un peu astucieux, on peut obtenir des résultats tout à fait remarquables. Alors, bon, Internet, c'est toujours une avalanche de chiffres. Pour ceux nombreux parmi vous qui ont eu leur bac ce matin, c'est peut-être un petit peu, c'est l'épreuve de maths supplémentaire, mais allez, quelques chiffres quand même. Aujourd'hui, en France, on a 42 millions d'internautes et 70 millions de boîtes aux lettres qui sont consultées au moins une fois par jour. Euh, Par an et par utilisateur, alors tous utilisateurs confondus, on admet qu'on reçoit 14 600 mails par an et par utilisateur, ce qui fait quand même 40 par jour. Mais parmi ces mails, la moitié sont des newsletters, 17% sont des notifications de réseaux sociaux, 13% des offres commerciales et finalement 20% de vrais mails de gens qui vous connaissent déjà. En entreprise, c'est bien supérieur. En entreprise, on recevait les derniers chiffres solides du Radicati Group sont de 78 emails reçus par jour, de 33 d'envoyés. Et parmi ces messages, évidemment, un certain nombre sont des messages commerciaux. Un point, tout ça finalement a assez peu évolué sur les 3 dernières années. Ce qui évolue beaucoup, en revanche, c'est la place des smartphones. 30 millions de Français ont aujourd'hui un smartphone. Un cinquième du temps qu'ils y passent, c'est pour gérer leurs mails. Plus de 40% des emails en France sont ouverts depuis un smartphone ou une tablette. C'est un chiffre très récent. Un tiers des clics enregistrés sont réalisés depuis un smartphone ou une tablette. 28% des professionnels lisent leur email sur un mobile ou une tablette. Il y a 13 millions de tablettes fin 2014. Ce dernier point est un point clé parce que c'est quand même celui-là qui a changé pas mal de choses, notamment sur les 2 dernières années, dans la pratique de l'email, dans la manière dont on les lit, dans le temps qu'on y consacre, etc. On va voir ça un petit peu en détail. Euh, alors, il y a des différences donc entre B2B et B2C, et d'une manière générale, on peut dire que l'usage de l'email va diminuant dans le B2C et qu'il va augmentant dans le B2B. Alors, en B2B, il y a des bonnes pratiques et des mauvaises pratiques. Les mauvaises pratiques, c'est on met tout le monde en copie pour ouvrir le fameux parapluie, au cas où ce serait utile à quelqu'un, et on se retrouve avec une avalanche d'emails inutiles. Le fait est que le nombre de mails entrants par jour continue à augmenter. En B2C, en revanche, et c'est notamment le cas, et c'est tout particulièrement le cas auprès de populations jeunes, le temps passé avec les emails va diminuant. Par exemple, sur les 25-34 ans, il était fin 2014 de 2h30 par mois contre 4 heures en 2012. Et plus on est jeune, finalement, moins on utilise les emails. Il y a d'autres moyens pour communiquer, bien sûr, les réseaux sociaux, l'instant messaging, le WhatsApp, etc., le chat, tout ce qui va être les apps, les Snapchat aussi pour envoyer juste une petite photo et l'image, évidemment, qui est particulièrement utilisée. Donc c'est un peu paradoxal, mais maintenant, si vous vous situez dans cet univers-là, il est clair que le trend continue à la hausse. On demande souvent des indicateurs de performance moyenne. Alors, comme toute performance moyenne, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Et il faut garder en tête que ces performances moyennes, elles sont constatées sur des fichiers
parfaitement à jour, c'est-à-dire avec le vraiment very minimum de, euh, de mails non aboutis, d'adresses déficientes, etc. Et donc avec un fichier très propre. Donc attention, puisqu'évidemment, si le vôtre ne l'est pas, si vous avez des hard wounds autrement dit des adresses qui n'existent plus ou pas, vous aurez du mal à vous comparer avec ça. Cependant, on constate que les taux d'ouverture, les trois grands indicateurs, c'est le taux d'ouverture, le taux de clic et le taux de réactivité. Le taux d'ouverture, c'est donc les destinataires qui ont ouvert l'email au moins une fois par rapport au mail abouti. 29% en B2B et avec une légère augmentation en 2013, 23% en B2B, quelque chose d'assez stable. En nombre de clics, le nombre moyen de clics, encore une fois sur une base assez idéale, sur une base très bien travaillée, est de 4,5 en B2C, 3,5 en B2B. Et le taux de réactivité qui est un indicateur intéressant parce qu'il traduit la capacité du message à faire réagir la cible, c'est le nombre de cliqueurs divisé par le nombre d'ouvreurs, aurait tendance à baisser un peu et être à peu près comparable en B2C et en B2B. Il y a des grandes disparités par secteur. Donc, comme à chaque fois qu'on parle de moyenne, eh bien, c'est une moyenne. Le taux d'ouverture est très différent d'un secteur à l'autre. Les banques et les assurances sont moins aimées que les mails qui parlent de santé. Et en matière de taux de clic, ça se retrouve. Des mails qui viennent de médias, c'est-à-dire très souvent des appels à lire des articles ou à regarder des vidéos, ont un taux de clic plus de 2 fois supérieur à des mails qui seraient en provenance d'organismes financiers. Bon, voilà pour les grands chiffres. Comme toujours, voilà, une avalanche de chiffres, ils sont souvent contradictoires d'un institut à l'autre, d'une étude à l'autre, mais je pense que ça vous donne quand même des grands points, c'est-à-dire aujourd'hui en B2B, l'emailing est toujours, et même peut-être encore un peu plus qu'avant, un outil de diffusion puissant. L'ennemi, c'est le spam. C'est un ennemi mortel. C'est comment dire, c'est vraiment ce qu'il y a de plus redoutable. La définition du spam, c'est un mail non sollicité. En bon français ou en bon québécois, on appelle ça un pourriel, ce qui est assez, qui décrit bien de quoi il s'agit. On doit rappeler qu'en France, en B2B, le système, enfin la législation est encore sur le mode de l'opt-out, alors qu'en B2C, elle est sur le mode de l'opt-in. Autrement dit, en B2C, il faut être d'accord pour recevoir un mail, en théorie, et en B2B, il faut n'être pas d'accord pour ne pas le recevoir. Le spam, c'est vraiment, vous en avez tous reçu, vous avez peut-être l'impression d'en recevoir un peu moins aujourd'hui. Selon les manières de les mesurer, c'est entre 73% des mails envoyés ou 95% des emails distribués. Enfin, vous voyez que ça représente entre 3/4 et au moins 3/4 de ce qui circule sur les routeurs, sur les tuyaux, dans les réseaux. Ça peut paraître assez fou, on peut se dire mais comment ça se fait qu'il y a encore 75% de pourriels en circulation? Eh bien sûr, c'est très ennuyeux, mais après tout, ça remplit les routeurs, les réseaux et les data centers. En tout cas, c'est terrible. Alors, la chasse au spam, elle bat son plein. Et parce que, comme le fait remarquer Valérie à l'instant, même en B2C, l'opt-in n'est pas toujours respecté. Et il y a une chasse au spam qui s'organise à 3 niveaux. Au niveau du robot anti-spam de votre FAI, autrement dit, chez Gmail, par exemple, il y a évidemment des robots anti-spam. À l'entrée de votre entreprise, il y a des firewalls qui vont être réglés de manière plus ou moins dure. Et puis dans votre propre logiciel de messagerie, y compris si vous êtes en entreprise, vous avez également un filtre anti-spam. Alors, ça a des conséquences à tout niveau.
Euh, Ça a des conséquences à tout niveau parce que il y a un certain nombre de mails que vous n'allez jamais voir. Soit qu'ils ne seront pas du tout venus jusqu'à votre messagerie, soit qu'ils auront été arrêtés à l'entrée de votre entreprise, soit qu'ils auraient été arrêtés encore un peu plus tôt dans la chaîne de diffusion. Euh, un message qui ne serait pas un spam, mais qui aurait été, pour un certain nombre de raisons, considéré comme un spam, vous ne saurez même pas, finalement, vous ne connaîtrez même pas son existence, vous n'en saurez rien. Et si c'est votre adresse qui est considérée comme un spam, vous allez être très embêté. Alors, c'est quoi un spam au-delà des définitions, on va dire, théoriques? C'est d'abord un ressenti, un sentiment d'intrusion, d'envahissement. Ça vient d'un expéditeur inconnu ou carrément connu en mal. C'est un email qui ne vous concerne pas, vous n'êtes pas ciblé. C'est des emails répétitifs sur le mode où plus ça rate, plus ça a de chances de réussir. Ils sont trop nombreux, etc. Le bouton spam, ça devrait. Enfin, c'est le moyen le plus simple de se désabonner. C'est-à-dire, avant même de chercher dans le mail où est-ce qu'il faut cliquer pour se désabonner, le moyen le plus simple quand on est un peu énervé, c'est le bouton spam. Ce qui explique que dans les recommandations de bonne conduite vis-à-vis de vos emailings, il est recommandé de mettre le lien de désabonnement en haut du mail et non pas en bas, de sorte de simplifier la démarche et d'éviter d'être dénoncé comme un spam. Être dénoncé comme un spam, c'est un déclassement, hein. C'est le déclassement de votre nom, c'est le déclassement de votre image. Donc, si le ressenti c'est ce message ne me concerne pas et on me pourrit euh, ma boîte, eh bien, on comprend bien que l'impératif, c'est d'envoyer le bon message à la bonne personne et au bon moment. Alors, on va rentrer dans les secrets, non pas le secret. Ce sont des secrets parce que, en réalité, tous ces éléments sont constitutifs du succès ou de l'échec. Donc, il faut penser à tout, il ne faut rien laisser à travers. Alors, oui, on parle bien de marketing et de marketing direct. Tout commence par le fichier, tout finit par le fichier. Et même si ce n'était pas Compass qui m'avait invité, je vous dirais évidemment la même chose. Euh, c'est juste complètement fondamental. Le, le ciblage, on le voyait à l'instant, est fondamental. Et donc, à qui voulez-vous parler? Est-ce que ce sont de vagues suspects qui pourraient potentiellement être intéressés par votre offre parce que leur profil, notamment euh, leur âge, leur profil géographique, etc., correspond à votre offre? Ou bien sont-ce des prospects, des gens qui ont déjà manifesté d'une manière ou d'une autre un intérêt? Sont-ce des leads, des gens que vous avez déjà commencé à engager? Est-ce que ce sont des clients, etc.? C'est évidemment fondamental. Pour définir vos cibles de prospection, il vous faut segmenter, soit par la nature de l'entreprise, soit par l'action, son mode de décision. À vous de définir vos critères de segmentation et de connaître les besoins de vos cibles. C'est tellement les bases du marketing, je ne vais pas m'apesantir. Euh, il faut comprendre la prise de décision. On est en entreprise. Est-ce que la décision est individuelle, collégiale, centralisée, localisée, etc. Et puis, il faut comprendre les décisionnaires pour que dans votre fichier, vous vous déterminiez et que vous déterminiez le message que vous allez envoyer en fonction de l'intérêt spécifique de ces différents décisionnaires. Il n'y a plus beaucoup de décisions individuelles aujourd'hui en entreprise. On fait des réunions, on se rencontre. Il y a généralement trois types de décisionnaires, l'opérationnel technique, le DAF ou le financier, le contrôleur de gestion, etc., qui va penser ROI, et puis le patron ou le directeur du département qui va penser stratégie, qu'est-ce que ça va apporter à l'entreprise et à sa position concurrentielle. Pour pouvoir faire ces choix intelligemment, à la fois dans les critères de segmentation et dans le choix des individus qu'on va cibler, eh ben, il faut un bon fichier. Alors, c'est quoi un bon fichier? Un bon fichier, c'est un fichier qui est frais. En B2B, les gens changent en moyenne de poste tous les 4 ans, de poste ou de société tous les 4 ans, autant dire que ça va très vite. Et que quelqu'un qui était bien ciblé au départ peut se retrouver au bout d'un an hors cible. Vous allez le spammer, ça ne le concerne plus. C'est aussi la couverture, le pourcentage de votre cible couvert par le fichier.
la profondeur, le nombre d'interlocuteurs par société, et puis évidemment le renseignement, la précision, par exemple, bien sûr la taille et le volume d'affaires, on y pense tout de suite, mais l'appartenance à un groupe ou le mode d'équipement. Et puis, surtout si vous travaillez à l'international, une bonne nomenclature des titres et des fonctions, parce que d'un pays à l'autre, il y a beaucoup de faux amis. Vous avez tous remarqué, par exemple, qu'en France, les journalistes, quand ils voient quelqu'un qui est vice-président, ils pensent toujours que c'est le numéro 2 d'une société, alors qu'en réalité, dans une société américaine en particulier, un vice-président, c'est juste un directeur. Vous pouvez avoir 10 vice-présidents, c'est pas du tout le numéro 2 de la société. Donc, cette nomenclature, elle est très importante. Un fichier, c'est aussi un fichier en forme, et notamment un fichier dont on veille à améliorer toujours le taux de délivrabilité. Ces adresses qui bouncent, ces adresses qui donc, vous savez, autrefois avec les timbres, enfin quand on envoyait des choses par la poste, il y avait marqué NPAI n'habite pas à l'adresse indiquée. Le hard bounce, c'est ni plus ni moins n'habite pas à l'adresse email indiquée. Euh, il faut les enlever, ces adresses qui bouncent. Il faut nettoyer à fond son fichier, je dirais tous les 6 mois, éliminer ceux qui n'ouvrent jamais rien. Potentiellement, vous pouvez requérir un accord à intervalles réguliers. Les gens ne refuseront pas de vous répondre si vous leur dites est-ce que vous voulez continuer à recevoir de l'information, etc. C'est déjà un emailing en lui-même. C'est un emailing qui montre le souci que vous avez d'être utile à vos communautés et de ne pas spammer vos communautés. Vous inquiétez pas, vous aurez, sauf si c'est très très mal fait, vous aurez rarement un très gros taux comment dirais-je, de disparition à cette étape-là. Et puis ceux que vous garderez, ce seront les plus intéressants. Et puis vous pouvez même, ça se fait quelquefois, appeler pour poser la question. C'est-à-dire c'est l'occasion d'un contact téléphonique, et notamment quand vous avez des forces de vente suffisantes et un petit fichier, enfin comment dire, un petit nombre de prospects potentiels. Si vous êtes un acteur de niche très spécialisé, c'est une option pour passer un coup de fil qui ne soit pas un coup de téléphone vraiment commercial un peu lourd. Non, on vous envoie ça, est-ce que ça vous intéresse, est-ce que vous voulez continuer à le recevoir, et potentiellement, tant qu'on est là, est-ce que vous avez un projet en cours. Mais voilà, maintenir son fichier en forme, c'est à la fois clé pour votre réussite d'emailing, mais ça peut aussi vous aider à avancer commercialement. Le message, la proposition, c'est évidemment le cœur de l'affaire, c'est-à-dire vous écrivez pas pour ne rien dire. Vous écrivez pour proposer quelque chose. Enfin, on va voir tout ce que vous pouvez proposer, mais vous suivez une progression très classique où dans votre message, vous devez concerner, proposer, rassurer, engager. Le bon emailing, il est très court, mais pourtant, il doit permettre de répondre à ces 4 questions. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que je m'adresse à vous? Si je ne comprends pas pourquoi je le reçois, je vais le considérer comme, encore une fois, spamant. La proposition, c'est-à-dire quelle est l'offre du mail? Est-ce que c'est m'abonner à quelque chose? Est-ce que c'est lire un truc? Est-ce que c'est voir une vidéo? Est-ce que c'est profiter d'une promo, etc. Rassurer sur l'expéditeur. Bon, évidemment, si vous êtes, encore que j'allais dire une banque, mais oui, même si vous êtes une banque, il faut rassurer. Il faut vous dire voilà pourquoi cette proposition qui vous concerne, et voilà pourquoi je peux vous la faire. Et puis évidemment, une action, c'est-à-dire on veut toujours faire cliquer dans un email, mais cliquer, pourquoi faire, pourquoi cliquer maintenant, pourquoi cliquer tout de suite. C'est juste clé, parce que si on ne clique pas tout de suite, tous les chiffres montrent qu'on ne clique jamais. Hein. On ne revient jamais sur un vieil email pour se dire tiens, j'ai oublié de cliquer. Ça n'existe pas. Donc ces 4 étapes du message, en réalité, chacun de vos emails doit répondre à ces 4 niveaux,
Et donc, oui, il faut rédiger court, mais il faut quand même que ces 4 conditions soient réunies. La forme, c'est le fond qui remonte à la surface, comme disait je ne sais plus qui. Il faut évidemment que vous soigniez l'enveloppe de votre email. Il faut à la fois que l'expéditeur soit bien choisi. Euh, Vous pouvez envoyer à votre nom, c'est-à-dire, je ne sais pas, paul.durand@masociété.fr, c'est l'expéditeur. Moi-même, j'envoie des mailings à mon nom. Vous pouvez avoir le nom de la newsletter, si vous envoyez une newsletter. Vous pouvez avoir un nom de fantaisie, ce qui est souvent le cas dans les grandes entreprises. Mais en tout cas, une fois que vous avez fixé un expéditeur et que ça a l'air de fonctionner normalement, eh bien, continuez avec celui-là. Donc, testez-en plusieurs et prenez celui qui, toute chose égale par ailleurs, donnera les meilleurs résultats. L'objet du mail. L'objet du mail, c'est vraiment, c'est ce qui donne envie d'ouvrir l'enveloppe. Quand on faisait du marketing direct papier, sur les enveloppes, on marquait ouvrez vite. C'était pas très malin, mais les gens de sélection de Reader's Digest et autres, c'était fait vraiment les scientifiques de l'enveloppe. C'est votre objet du mail, c'est votre enveloppe. Donc vous avez droit, on va dire, idéalement entre 30 et 50 caractères, c'est donc court, mais il y a des cas où vous pouvez faire long. Hein. Encore une fois, c'est quelquefois celui qui se distingue des autres qui va être particulièrement remarqué. Surtout, attention donc à cette chasse anti-spam. Les filtres cherchent les mots-clés du genre gratuit, promotion, pas cher, évidemment Viagra, etc. Et là, vous n'arriverez, dites-vous que vous prenez le risque de ne même pas arriver jusqu'à la porte de l'entreprise à l'intérieur de laquelle vous voulez parler à des gens. Alors, je vous donne 5 classiques de l'objet du mail. Et pour choisir son objet du mail, il faut réfléchir en se disant il faut que je sois utile. Si le mail n'a pas l'air utile, il ne sera pas ouvert. On est dans un contexte B2B. Donc, qu'est-ce qui peut être utile? Eh bien, de l'éducation, genre les 5 recettes éternelles du succès de je ne sais pas quoi. Ça peut être des questions éventuellement. Avez-vous raté quelque chose? Avez-vous raté c'est en B2C, je ne sais pas, avez-vous raté le dernier concert de Gilberto Gil, qui vous proposait de le revoir en vidéo? L'annonce, c'est-à-dire les soldes commencent aujourd'hui. Oui, ça c'est une annonce utile. Offrir une solution, payer moins d'impôts, alléger vos traites, etc. Ou surfer sur un sujet d'actualité. Par exemple, êtes-vous prêt pour un contrôle fiscal? Bon, ce sont des classiques. Beaucoup d'autres objets peuvent évidemment fonctionner convenablement. Le bon moyen que je vous recommande pour réfléchir à son objet, c'est bien de réfléchir en termes d'utilité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va faire qu'on va se dire, tiens, je ne vais pas perdre mon temps à cliquer, à regarder ce qu'il y a dans ce mail. Soigner l'enveloppe, mais aussi évidemment soigner le contenu. D'abord, la question des images, eh bien, dans 3/4 des cas, les messageries professionnelles n'affichent pas les images. Pour les afficher, il faut appuyer sur un bouton afficher les images. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que vous ne pouvez pas compter sur les images pour faire le travail a priori. Mais pourtant, un mail sans image fonctionne moins bien qu'un mail avec image. Alors, pour écrire, il faut faire court, faire simple, faire envie, avoir dans le mail cette construction en 4 points du message tel que nous l'avons vu il y a quelques slides. Il faut faire attention au poids du mail, les questions de délivrabilité dont les routeurs sont évidemment les grands spécialistes sont ici au cœur du sujet. Donc attention au poids du mail. On dit qu'idéalement un mail pèse 70 K, maximum 180 K,
195 koctets et qu'au-delà, la délivrabilité est en chute libre. Vous allez, bien que les images soient hébergées sur un serveur, pas de pièces jointes, nombre de couleurs limité et 40% texte, 60% images. C'est un 50-50, quoi. C'est un équilibre à peu près à garder en tête. Mais vos images, donnez-leur un nom, parce que dans les 3/4 des cas, l'image ne va pas s'afficher tout de suite. Donc, si l'image s'appelle 7512bk13.jpg, ça ne veut rien dire, c'est juste un bruit sur l'email qui finalement gêne sa lecture. Donc, si votre image c'est c'est rien. Enfin, si votre offre parle de smartphone, eh bien votre image, elle va peut-être s'appeler le nouveau smartphone B92 ou voyez un smartphone de plus près ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ça ne va pas s'appeler avec un nom de code. Pensez à la vidéo. Pensez à la vidéo parce que les études, en tout cas dont je dispose, montrent qu'une vidéo peut multiplier par 2 le taux de clic. Maintenant, évidemment, il faut en avoir des vidéos et il faut en avoir de bien conçues. Vous pouvez le faire et vous pourrez, on faisait il y a 15 jours avec Céline un webinaire sur la vidéo sur Internet. Vous l'avez raté, mais ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres et vous apprendrez comment vous pouvez, vous aussi, même en B2B, même avec pas d'argent, faire des vidéos intéressantes sur Internet. N'oubliez surtout pas les smartphones, on a vu le temps que la place que ça prenait aujourd'hui. Si le bouton n'est pas assez gros sur lequel il faut cliquer, eh bien ça ne marchera jamais. Donc 44 par 44 pixels, par exemple, pour un call to action, c'est vraiment le bouton minimum sur lequel on peut cliquer. Bon, j'accélère. Malheureusement, je suis obligé d'aller un petit peu vite, mais il y a un document, une sorte de livre blanc, mettons, spécialisé, qui vous sera proposé au téléchargement par Céline sur ce sujet, donc vous pourrez revenir dessus. La landing page, c'est là que pointe le mail. Eh bien, il faut soigner la landing page, sinon on va perdre en route beaucoup de monde. Donc, il y a un certain nombre de recettes pour faire une bonne landing page. Ça mérite un webinaire à lui tout seul. J'insiste peut-être sur une chose, c'est que quand vous allez faire remplir un formulaire, par exemple pour télécharger un document, ne vous montrez pas trop gourmand. Plus il y a de questions posées, plus le formulaire est long, moins ça marche, quoi. Les abandons au cours de formulaire sont très fréquents. On veut bien donner quelque chose, une adresse email, son nom, son prénom, son adresse email. Le téléphone en plus, ça commence à faire un peu beaucoup, par exemple. Mais alors, si vous demandez aussi la taille de la société, l'adresse précise, le code postal, etc., alors là, vous allez droit dans le mur. La délivrabilité, on en parlait, c'est clé, hein, sinon vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si le mail n'arrive pas, ce sera juste de l'argent et de l'énergie perdue. La diffusion en constitue un élément clé. J'insiste, il est indispensable de confier la diffusion de vos emailing à un partenaire spécialisé. Ne vous amusez pas à le faire vous-même depuis votre logiciel de messagerie. Il faut protéger votre adresse IP parce que si vous êtes dénoncé comme spam pour une raison ou pour une autre, eh bien, vos mails n'arriveront même plus chez vos clients. Ils arriveront directement dans la boîte de spam et vous ne comprendrez pas pourquoi. Et vous serez persuadé que votre client aura reçu de vos nouvelles et il n'aura rien reçu du tout. Donc attention à ça. Il faut diminuer les taux de réclamation. Ne perdez pas votre temps et ne prenez pas de risques sur la diffusion. Vous avez déjà suffisamment de choses à faire comme ça. Alors à propos de diffusion, il y a une question qui est très souvent posée, c'est quand envoyer une campagne emailing. En B2B, voilà, on va dire, l'état des lieux. Le lundi matin semble être un bon moment. Pour les femmes et les questions qui concernent les enfants et qui sont lues par les mamans, pas de surprise, lundi matin et mercredi.
Pour le luxe, il semblerait que mardi, vendredi, dimanche constitue le bon timing. Pour le tourisme, ben, c'est plutôt quand on rentre de week-end pour préparer le prochain ou pour rêver au précédent. Et puis, vendredi et dimanche, c'est le moment aussi où en famille, on peut réfléchir un petit peu. Et les ventes privées, dont évidemment le grand site vente privée, il paraît que c'est bon tous les jours, sauf le mardi, parce qu'on travaille, et le samedi, parce qu'on fait les courses, des vraies courses, et peut-être on a moins de temps à passer. Alors en B2B, euh, écoutez, pour tous les secteurs, le vendredi semble être une bonne date, mais les jours les plus utilisés en B2B sont le mardi et le jeudi. Alors, toujours pareil, on peut se dire, si c'est le plus utilisé le mardi et le jeudi, c'est que c'est là que ça marche le mieux, ou on peut se dire au contraire, si tout le monde envoie le mardi et le jeudi, je vais plutôt envoyer un autre jour. Euh, de toute façon, le paradoxe, il est là, c'est que s'il y avait un meilleur jour, tout le monde l'utiliserait et ça deviendrait le pire jour. Donc, c'est difficile. C'est un peu la même chose pour l'heure. Il n'y a pas d'heure idéale en général, mais les choses ont changé depuis les deux dernières années, je dirais. Traditionnellement, on disait les adresses email qui ont un domaine type @gmail, @yahoo, @wanado, etc., type perso, vaut mieux les envoyer de bonne heure ou le soir, et puis les domaines entreprises, @compass.com, plutôt aux heures de bureau. Bon, il y a un phénomène qui est très important aujourd'hui, c'est le FOMO. Alors, c'est un acronyme anglais, Fear of Missing Out, je crois. Peur de rater un truc. Et on constate qu'il y a un nouveau pic de lecture qui vient en fin de journée. C'est-à-dire, je suis rentré chez moi, est-ce que j'ai pas raté quelque chose d'important pendant que j'étais dans la circulation ou dans les transports en commun? Donc, je regarde. Donc, aujourd'hui, et notamment en B2B, avant 8 heures et en fin de journée, sont devenus de bons horaires d'envoi de mail. Bon, et puis, encore une fois, si tout le monde s'y met, ça va devenir plus difficile, mais pour l'instant, je dirais que moi je l'ai constaté depuis à peu près un an, toujours plus tôt et toujours plus tard. Euh, de toute façon, une fois qu'on a trouvé un horaire qui semble satisfaisant, autant le garder, c'est-à-dire autant que ça devienne une habitude. Votre newsletter, si elle part le vendredi à 18h, elle part toujours le vendredi à 18h. Vous fixez un rendez-vous. Un rendez-vous, mais pas non plus une avalanche de rendez-vous. Il faut se modérer. Si on balance tous les jours des emails sur le même fichier, le danger d'invasion et donc de sentiment de spam n'est jamais loin. Donc, il faut se modérer et vous ne pouvez pas considérer l'emailing comme une succession de coûts, mais vous devez le considérer comme une politique d'emailing inscrite dans votre politique de relations clients, votre politique de CRM. Donc, il vous faut bien, à un moment donné, centraliser vos mails, centraliser votre information et cadencer les envois de sorte que vous, par exemple, que après un mail commercial, il y ait un mail de type informatif et puis peut-être un autre informatif et puis un commercial, etc., de sorte d'aérer un peu tout ça et de ne pas faire crouler vos cibles sous le même type de message. Vous pouvez absolument tout tester. Alors testez tout, testez tout au fur et à mesure, changez toujours un élément. Vous pouvez, tous les routeurs vous le proposent, vous pouvez faire des tests A-B, comme on dit, c'est-à-dire vous allez changer, tout va être pareil sauf un élément. Par exemple, vous allez tester deux objets du mail sur chacun 10% de votre fichier. Vous allez conserver celui qui marche le mieux et vous l'enverrez aux 80% de fichiers restants.